moi qui suis là maintenant. Tu te rappelles l'autre monde? Tu veux dire Now and Then, Here and There? C'est ça qui est écrit sur le DVD, que je sache. Si tu le prends comme ça, je peux aussi parler de Moi qui suis là maintenant, ce qui est le titre annoncé en VF pendant le générique, et a visiblement l'avantage d'être la traduction littérale du titre original, Imasoko ni Hiroboku. Ce qui, d'après Google Trad, se traduit plutôt par « Je suis au fond maintenant ». D'après notre indique en termes de traduction du japonais, « Moi qui suis là maintenant » est sans doute la traduction la plus proche, mais on perd une notion de mouvement qui est exprimée en japonais. Il faudrait plutôt dire « Moi qui vais là maintenant » ou « Moi qui viens là maintenant ». Bon ok, l'autre monde ça ira très bien. Donc tu t'en rappelles. Ça pour m'en rappeler, je m'en rappelle. Pour être tout à fait transparente, j'ai failli refuser de faire cette vidéo. Pas parce que la série serait mauvaise, au contraire, elle est très bien mise en scène, traite ses thèmes avec sérieux, met en scène des personnages marquants et a une esthétique suffisamment unique pour mériter qu'on en parle. Non, à cause de sa fin. Enfin, pas juste de sa fin. Du fait qu'à mon sens, elle n'a pas la fin qu'elle aurait dû avoir compte tenu du reste de son contenu. Et c'est là qu'il faut vous avertir sur le contenu en question. Cette série est dure, vraiment dure de mon point de vue. Malgré des séries comme Spawn ou Fullmetal Alchemist que nous sommes occasionnellement amenés à traiter, malgré d'autres séries comme Elfen Lied ou Hellsing sur lesquelles nous ne ferons pas de vidéo mais que nous évoquons parfois en top 10 ou dans des vidéos thématiques et qui contiennent leur lot de violence, L'autre monde est la série, la seule et unique en 14 ans de ces dessins animés là qui mérite qu'on s'en souvienne, pour laquelle j'ai envie de donner un avertissement. Il se passe des choses vraiment dérangeantes dedans. Et là où les séries susmentionnées les mettent en scène avec une imagerie un peu horrifique et des visuels souvent très explicites, L'autre monde tire sa force du fait qu'elle véhicule sa violence de fond sans jamais avoir recours à de l'imagerie explicite. Ce faisant, elle laisse le spectateur constater que c'est vraiment le fond de son propos qui est sombre, pas sa façon de le tenir, mais surtout elle le laisse seul face à la violence des événements, et ne lui permet pas de se rassurer en se disant que le malaise vient des artifices de mise en scène. J'en profite également pour dire que ce sera une vidéo à spoiler, donc si vous souhaitez garder la surprise, allez voir la série, elle ne fait que 13 épisodes, et revenir regarder la vidéo après. Mais bref, pour revenir au sujet, contrairement à Puellamagi Madoka Magica ou FMA 2003, la noirceur de l'autre monde ne sert pas à introduire des messages inspirants et cathartiques. Elle a un but uniquement descriptif. Mettre en scène la guerre, la torture, l'embrigadement d'enfants soldats, le viol de prisonnières, et faire la photo à l'instant T d'un univers sinistre et désespéré. Or, si la mise en scène s'emploie à brutaliser le spectateur avec un certain talent, mais surtout avec une certaine malveillance, on y reviendra, le propos en lui-même n'est pas livré dans un état d'esprit cynique. L'autre monde, c'est l'histoire d'un enfant japonais du XXe siècle qui est transporté accidentellement dans un monde asséché et déchiré par une guerre de l'eau, où le tyran local maintient sa mainmise sur le territoire en organisant des raids dans les villages agraires pour kidnapper les enfants et les enrôler de force dans son armée, et emprisonner les femmes pour les faire violer par ses soldats, et avoir ainsi des bébés endoctrinés dès leur naissance pour en faire des nouvelles recrues. Et c'est beau, c'est extraordinairement beau. Beau comme à Miyazaki. L'animation et les chara-design font très années 80, mais les décors sont époustouflants, la musique est magnifique, elle rappelle Clonoa mais a le même compositeur qu'Oban Star Racers. Les événements violents et glaçants sont introduits avec lenteur et poésie, un peu comme dans un Ghibli là encore, et le personnage principal est un héros à la Luffy, dont la stupidité est en fait une connexion à la vérité suprême de l'univers et lui permet d'affronter les événements les plus horribles sans jamais se départir de sa positivité et de ses idéaux. C'est beau. C'est juste beau. Et du coup, je me suis fait avoir. J'y ai vraiment cru à la fin inspirante à la Madoka. Sauf que non. À la fin, le problème du jour est peut-être résolu, mais l'univers dans lequel se passe l'histoire est toujours aussi sinistre et désespéré, et les personnages qui auraient dû être sauvés ne sont pas sauvés. Et j'ai le sentiment qu'on m'a menti sur la marchandise. Tu te souviendras que je m'y attendais un petit peu plus que toi. Comme je l'ai sous-entendu il y a quelques instants, moi j'ai d'abord été marqué par le fait que la série cherchait à nous faire comprendre que la guerre c'est très très sale et qu'il n'y a rien d'autre d'intelligent à dire dessus. Donc j'avais dans l'idée que notre personnage principal à la Luffy n'était rien d'autre que le témoin de cet état de fait. J'ai commencé à avoir des doutes lorsque la série s'est mise à quitter son style descriptif et le lieu principal de l'action pour se transformer en série d'aventures plus classique, on reviendra sûrement là-dessus, mais au final c'est ma première intuition qui était juste. Et même si le descriptif pur et dur n'est pas tellement ma tasse de thé non plus, ça me permet d'être moins déçu que toi. Quitte à être simplement une description, j'aurais préféré soit que ce soit réellement une série historique sur une guerre du monde réel, soit que l'histoire avant soit un peu plus cynique. Je me serais pas trompée sur ce que je devais en attendre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur le fait de faire une vidéo? Sincèrement, le mois dernier, j'ai décidé de chroniquer une série où des gens chevauchent des pieuvres géantes dans une galaxie pleine d'air respirable qu'on peut parcourir en une journée malgré le fait qu'elle fasse soi-disant une année-lumière de diamètre et éclairée par un soleil artificiel commandé par un professeur à tête d'ampoule. Je
m'autoriserai à chroniquer ça et je refuserai de faire une vidéo sur l'autre monde. Je ne comprends pas pourquoi la fin est ce qu'elle est. Je trouve que les différents éléments qui constituent cette série sont en inadéquation totale avec cette fin sur le plan esthétique. Mais il est indéniable qu'il y a eu une vraie réflexion, un vrai savoir-faire derrière et qu'il faut donner l'information que cette série existe. Ne serait-ce que pour que les gens se fassent leur propre avis et comprennent ce qui m'a échappé. Bref, l'autre monde nous raconte l'histoire de Shuzo, un garçon japonais dont on sait peu de choses, à part qu'il vit avec ses parents et sa sœur, aime prendre du natto pour le petit déjeuner, est amateur de kendo, et est un fiefé imbécile. Non, vraiment, la mise en scène prend bien le temps de nous présenter à quel point il est incroyablement con. Sa bêtise le dessert dans son activité de kendo d'ailleurs, parce qu'au lieu de jauger son adversaire et de réfléchir à la meilleure façon de remporter le combat, il fonce tête baissée et se retrouve dans le décor. On devrait rigoler devant le gag ambulant qu'est ce gars. Mais quelque chose nous retient. La musique. La musique qui joue pendant ces scènes est une musique mélancolique. On sent qu'on n'est pas dans une série humoristique. Or donc, alors qu'il rentre de son cours de kendo, Shuzo aperçoit quelque chose d'incongru en haut de la cheminée d'une usine désaffectée. Une jeune fille. Il pénètre dans l'usine et tente de la rejoindre sur sa cheminée, mais l'échelle étant abîmée, il doit se résoudre à plutôt monter sur la cheminée d'à côté. Et c'est là que vous vous interrompez pour vous faire la réflexion qu'en dépit du côté incongru voire comique de cette scène, cette image est très belle. Ces deux cheminées toutes seules dans ce ciel rouge de la lueur du couchant, je vous l'ai dit, c'est du Miyazaki. Shuzo essaye d'engager la conversation, sans grand succès. Rien de personnel, les répliques prononcées par cette fille dans toute la série doivent se compter sur les doigts d'une seule main. Je sais que c'est une série de 13 épisodes, mais quand même. De toute façon, il semble que ce qui empêche vraiment la conversation d'avoir lieu est que les deux cheminées sont trop loin l'une de l'autre pour être à portée de voix. Pour attirer l'attention de la demoiselle, Shuzo entame donc de la lapider, en lui envoyant des objets divers et variés. Cette scène est drôle, authentiquement drôle. Mais surtout ne riez pas, vous vous sentiriez très coupable d'avoir ri à l'épisode suivant. Riez au contraire d'un rire attendri. Ce héros, c'est Luffy. Son extrême candeur et sa profonde irréflexion, qui resteront inchangés pendant toute la série, est ce qui lui permettra de faire face à toutes les horreurs des épisodes suivants sans devenir fou, ni se départir de sa positivité et de ses valeurs. Et c'est là ce qui constitue à la fois la beauté et la grosse arnaque de la série. Pour moi, cette positivité insensée a beau être touchante en soi, elle doit être ce qui sauve l'âme des personnages tiers rencontrés sur le chemin, ou ne doit pas être. En tout cas, une chose est sûre. Peut-être que ce personnage n'est pas à sa place dans cette série, mais c'est malgré tout un bon personnage. On peut s'autoriser à rire à gorge déployée de ses frasques, et quand on constatera que les horreurs qu'il croise sur son chemin ne le font pas évoluer d'un iota, il faudra s'en réjouir. C'est la touche de positivité qui nous permet de suivre la série jusqu'au bout sans souffrir. C'est aussi la preuve que ce n'est effectivement pas une série cynique. Shuzo a beau n'avoir aucun impact positif notable sur les personnages qu'il rencontrera, les événements n'ont pas d'impact négatif sur lui non plus, il en est juste témoin. Et du coup, la série ne se termine pas spécialement mal. Bref, reprenons le résumé. À force de harcèlement, et malgré l'impossibilité d'entendre ce que l'autre dit depuis la cheminée d'à côté, Shuzo réussit à apprendre 3 choses de la demoiselle. Déjà, elle a des yeux très bizarres, qui font soupçonner qu'elle n'est pas humaine. Ensuite, elle aime contempler le soleil couchant, c'est pour ça qu'elle grimpe sur les cheminées d'usine. Enfin, grâce à sa super capacité à lire sur les lèvres, Shuzo apprend le nom de la demoiselle, Lalalu. Plus exactement, Lalaru d'après les écritures dans le générique, mais prononcé à la japonaise. Je n'ai pas réussi à trouver si ce prénom venait de quelque part et avait une signification dans une mythologie quelconque. Ce qui est sûr, c'est que Lalalu n'est pas n'importe quelle jeune fille. Mais on y reviendra, car Shuzo n'a pas le temps de se poser davantage de questions. Leur conversation à sens unique est soudain interrompue par le ciel qui devient blanc, l'instant qui se fige, et des dragons mécaniques géants pilotés par des soldats patibulaires qui descendent du ciel pour s'emparer de la jeune fille. Face à cette apparition inattendue, Shuzo fait ce que n'importe qui ferait à sa place. Prendre ses jambes à son cou et appeler la police, l'armée et Superman ? Faire ce que n'importe qui serait un héros d'animé japonais tête brûlée et idéaliste, ferait à sa place. Attaquer les dragons mécaniques avec un simple bâton de kendo, se faire maraver méchamment la gueule mais y retourner, et continuer à taper jusqu'à réussir à arracher la demoiselle des mains de ses assaillants. Le tout sans se laisser démonter par le fait que ce soit des dragons mécaniques et des mécas géants. Le dirigeant de ses assaillants, que ces hommes appellent commandant Abelia, une femme qui a la jugeote d'avoir une coupe au carré pour partir au combat, mais pas celle d'enlever ses boucles d'oreilles, ni de gagner le temps de préparation qu'a dû lui prendre la pose de son rimel, demande froidement à ces hommes d'exécuter Shuzo et de s'emparer de Lalalu.
Shuzo étant ce qu'il est, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nos pilotes de dragons géants en sont donc toujours à essayer d'attraper les fugitifs quand Abelia décide de redéclencher le phénomène spatio-temporel dimensionnel qui a figé l'instant, ce qui fait que tout ce beau monde est transporté dans un nouvel endroit, tout carapassonné de métal, rempli de couloirs sombres et d'enfants soldats armés jusqu'aux dents qui se précipitent pour intercepter les fuyards. Lalalou daigne nous faire entendre sa voix pour la première fois en nous informant que cet endroit s'appelle Hollywood. Shuzo, ça a beau être Luffy, on n'est pas dans One Piece. Il a donc tôt fait d'être séparé de Lalalou et d'atteindre l'extérieur de la forteresse pour voir à quoi ressemble le monde au dehors. Le soleil y est énorme et occupe la moitié du ciel à lui tout seul. Oh, nous ne devons plus être au Kansas, qu'en penses-tu? Temps mort. Il est difficile de déterminer si on est dans une autre dimension, sur une autre planète, ou dans un futur très lointain où le soleil et la lune se seraient rapprochés de la Terre, augmentant sa température et en faisant le paysage désolé que découvre Shuzo. Plusieurs indices tendraient vers un voyage dans le temps. Des références sont faites à un passé où ce monde serait couvert d'eau, et il est précisé que la machine dont Lalalou s'est servie pour atterrir dans la ville de Shuzo, et qui a servi également à Abelia pour la retrouver, permet à la fois de voyager dans les dimensions et dans le temps. En outre, tous les habitants de ce monde parlent japonais. Mais la faune n'est pas tellement terrienne, les habitants humains n'ont pas conservé la mémoire d'un ancien monde, le nom du Japon ne leur dit rien, et visiblement un mot de vocabulaire courant comme croquette est suffisamment exotique à Hollywood pour permettre d'identifier Shuzo comme venant de la Terre. La série n'a de toute façon pas l'intention de trancher, alors on ne tranchera pas non plus. Quoi qu'il en soit, la forteresse dans laquelle Shuzo vient d'arriver est sous la coupe d'un tyran fou et mégalomane, Amudo. Enfin Amdo, mais il prononce Amudo, alors on va en faire autant. Amudo est fou. Juste fou. Il veut être le maître du monde. Non, il considère qu'il l'est déjà. Pas forcément à tort d'ailleurs. Il est à la tête d'une cité mobile volante à la technologie hyper sophistiquée, mue par ce qui est possiblement un réacteur à fusion nucléaire, excusez du peu, mais qui aujourd'hui est hors d'usage parce que son fonctionnement nécessite de l'eau en grande quantité, et que dans ce monde asséché par un soleil gigantesque, de l'eau, y en a plus. Du coup, Amudo est angoissé. Pas tant pour sa survie et celle de ses hommes, bon si un peu quand même, il est pas fou à ce point, mais surtout pour sa suprématie sur ce monde. Sa puissance de feu dépend de la possession d'eau, et de l'eau, y en a plus. En plus de sa vie, Amudo risque son trône si l'eau ne revient pas. Ça le met de mauvaise humeur, et il n'hésite pas à passer ses nerfs sur ses hommes ou sur son animal de compagnie, qu'il tue dès sa première apparition pour qu'on comprenne bien quel type de personnage il est. Amudo n'est pas un méchant charismatique. C'est un enfant terrifié, capricieux et indifférent à quoi que ce soit qui ne soit pas lui et son amour-propre. Mais Abelia lui obéit, et tous les hommes d'Hollywood obéissent à Abelia. Il conserve donc sa suprématie malgré sa folie notoire. On se demande pendant toute la série si Abelia s'en sert comme homme de paille pour servir un projet personnel caché, ou si elle est tout simplement follement amoureuse de cet homme qui la traite pourtant tout aussi mal que n'importe qui, et n'arrive pas à se résigner à le rejeter, ce qui dans le contexte impliquerait de lui coller une balle entre les deux yeux et de prendre officiellement le pouvoir. Spoiler, pour vous éviter de vous interroger et vous laisser profiter de son arc personnel, non, elle n'est pas un génie de la manipulation qui attend son heure. Oui, elle est tout simplement follement amoureuse de cet homme, n'arrive pas à se résigner à lui coller une balle entre les deux yeux malgré le caractère de plus en plus impératif de ce choix, et il faudra la pousser jusqu'au plus extrême de ses extrémités pour qu'elle se résigne à faire quelque chose d'approchant, et encore, la mort dans la main. Qui pourrait résister à un être aussi charmant ? Tu vois, ça pourrait être un type mégalo et indifférent qui frappe ses sidekicks et n'en éprouve aucun remords, mais lui, quand il frappe Abelia, l'instant d'après, il a une prise de conscience et il se confond en excuses aussitôt. Je trouve ça encore pire que s'il était juste méchant. C'est plus dérangeant, on n'est pas autorisé à simplement se faire nos propres certitudes sur lui. Et à de nombreuses reprises, c'est une méthode qu'emploie la série pour chahuter le spectateur. Toujours bien choisir le moment pour caser tel ou tel détail qui empêche le public de trouver un point d'appui qui l'aide à supporter ce qui est présenté à l'écran. Pour inspirer à Abelia un amour aussi absolu, et pour que l'ensemble de la chaîne de commandement continue d'obéir sans faire la moindre objection, Amudo n'a sans doute pas toujours été ce qu'il est. Dans sa jeunesse, il a peut-être été quelqu'un de charismatique et compétent, méritant le dévouement qui lui est manifesté. C'est peut-être lui qui a inventé les machines d'Hollywood. D'ailleurs, si on prend la peine d'écouter ses élucubrations, il semble considérer qu'il est la seule personne à pouvoir sauver le monde. Ça renvoie peut-être à quelque chose qui a été réel d'un certain point de vue par le passé, mais ça n'intéresse pas la série de nous le montrer. Le sujet de la série, c'est qu'Amudo est fou. Juste fou. Il n'y a pas d'explication, pas d'excuse. Amudo n'est pas un personnage, c'est un fléau, un cataclysme, une force aveugle du destin. Pas question de lui donner du corps ou du volume, il est juste fou, et si on lui obéit aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on lui obéissait déjà hier et avant-hier. Mais sa folie est un élément important, puisque c'est lui qui fait les résumés d'épisodes suivants après le générique. Tout ce que j'ai, je vous le dédie. Mon idéal, mes soucis, mes efforts, ma sueur, mes larmes, et même ce chaleureux sourire, lui aussi, il est pour vous. Alors, de votre côté, vous pouvez bien me donner vos vies en retour. Ce n'est pas tant demandé. Prochain épisode, banquet dans les ténèbres. Oui, cette série nous a obligés à aller voir les résumés d'épisodes suivants, puisqu'ils font partie de la mise en scène. Mais faut pas déconner, on les a regardés après avoir tout vu. Oui, c'est le deuxième truc qui constitue à la fois la beauté et la grosse arnaque de la série.
Ce caractère inéluctable et inexplicable du méchant, ça devrait servir à démontrer quelque chose de fort, de positif. Ça devrait être quelque chose à dépasser pour trouver du sens et de l'espoir, ou ne pas être du tout. Non, ça sert à autre chose. Ça sert à dire que, quand on considère la guerre en tant qu'activité quotidienne, la question de savoir si on est dans le bon ou le mauvais camp, si on est gentil ou méchant et pourquoi on se bat est une mauvaise question. Ou plutôt, on ne devrait pas utiliser la réponse à cette question comme justification à ce qui se passe. La population d'Hollywood fait ce qu'elle fait parce qu'elle est totalement déshumanisée, pas parce que ses chefs ont de mauvaises intentions. Amudo est le méchant de la série, c'est sans ambiguïté. Mais la question de ses intentions ne se pose pas vu qu'il est fou, que toute la chaîne de commandement continue d'obéir en sachant pertinemment qu'Amudo est fou, et que la série ne daigne pas nous parler de la manière dont cette situation s'est mise en place. La cause d'Amudo est manifestement injuste, mais on n'a vraiment pas l'impression que la guerre que mène son armée serait plus propre si sa cause était juste. Tant qu'à faire, si le but est simplement de dire que la guerre c'est pas bien en soi, c'est plutôt une bonne approche. Quoi qu'il en soit, Amudo a beau être fou, il est pragmatique. Il sait qu'à défaut d'avoir une super cité volante en état de marche, il lui faut une armée puissante. Il organise donc régulièrement des raids dans les villages de survivants alentours pour y enlever les enfants et les recruter de force dans son armée, leur promettant torture et souffrance s'ils refusent de se soumettre, mais un retour chez eux à la fin de la guerre s'ils obéissent. Au cours de ces raids, il récupère également au passage quelques femmes en âge d'enfanter pour les faire mettre enceintes par ses soldats et avoir ainsi de nouvelles recrues potentielles à disposition. Ce qui ne change rien au fait que ce dont il a besoin là tout de suite, c'est de l'eau. Et c'est pour ça qu'il a besoin de la Lalou. Car, vous vous en doutez à la forme de ses yeux, la Lalou n'est pas une jeune fille ordinaire. Elle a un grand pouvoir, celui de faire apparaître de l'eau. Alors, ce n'est pas un pouvoir sans règles ni contraintes. Elle expliquera plus tard dans la série que chaque fois qu'elle l'utilise, elle s'affaiblit et que du coup, elle est obligée de l'utiliser avec parcimonie. Ce qui amène généralement les gens à lui reprocher de ne pas leur donner assez d'eau et la convainc de ne plus s'en servir pour aider qui que ce soit. Mais ce pouvoir reste très puissant, puisqu'elle peut générer des quantités considérables. Qui est la Lalou? Elle avouera dans un épisode tardif avoir quelques dizaines de milliers d'années. Son nom est connu par la population de ce monde comme celui d'une sorcière légendaire. Je n'ai donc pas pu déterminer s'il correspondait à un élément mythologique précis. Mais elle me semble être une sorte d'esprit de la planète Terre en train de s'épuiser pour nourrir les hommes. Elle n'est tout de même pas assez vieille pour ça, d'après ce qu'elle dit, elle a quand même moins de 100 000 ans. Mais ça doit être l'idée. Quoi qu'il en soit, pour avoir de l'eau, il ne suffit pas d'avoir la Lalou. Son pouvoir s'active grâce au pendentif qu'elle porte toujours autour de son cou. Du moins qu'elle portait avant que les hommes d'Abelia la capturent, mais qu'elle a perdu quand Shuzo a essayé de la secourir. Bref, Amudo a réussi à capturer la Lalou, mais il ne peut rien en faire pour l'instant. Le pendentif, maintenant, c'est Shuzo qui l'a. Il l'aura pas très longtemps, mais n'anticipons pas. Amudo ordonne donc la traque du fugitif dans les couloirs d'Hollywood. Nous suivons cette traque à travers les yeux de 3 enfants soldats recrutés plusieurs années auparavant et qui se sont mangés suffisamment de beignes pour être résignés à leur sort et dévoués à leur hiérarchie. Nabuka, Boo et... Vegeta. Il s'appelle Taboul en fait. Il a la tête de Vegeta, le caractère de Vegeta, c'est Vegeta. Si tu veux. On s'attarde un peu sur ces 3-là. On les écoute commenter leurs conditions d'enfants soldats, puis Nabuka tombe sur Shuzo et l'affronte. Shuzo le perturbe beaucoup, non seulement en refusant d'utiliser un couteau contre lui, mais en plus en lui sauvant la vie lorsqu'il manque de tomber de la passerelle où a lieu le combat. Taboul, arrivant sur ses entrefaites, arrive à maîtriser le fugitif et à le livrer pieds et poings liés à Amudo. Ce qui ne résout pas les problèmes d'Amudo puisque le collier est tombé Dieu sait où pendant l'affrontement avec Nabuka. Après avoir pris le temps de torturer Shuzo de diverses manières pour vérifier qu'il ne sait vraiment pas où le pendentif est tombé, Amudo envoie donc ses hommes fouiller de fond en comble Hollywood. Et Shuzo, qui ne sert plus à rien, va d'abord vivre un truc dont on parlera plus tard parce que c'est un gros morceau, puis est transféré là où on met les garçons prisonniers, dans la garnison d'enfants soldats, où il a l'occasion de faire plus ample connaissance avec les 3 enfants soldats susmentionnés. Nabuka, Boo et Taboul sont quelque chose de nouveau dans cette série. Ils sont des personnages. Shuzo est un archétype, la Lalou un esprit, Amudo un cataclysme, mais Nabuka, Boo et Taboul, eux, sont des gens avec un passé, des espoirs, des craintes, des interactions, une complexité. Donc c'est clair, en réalité, l'histoire va être sur eux. En plus du fait que c'est eux qui sont sur la jaquette du DVD, la VF me conforte dans cette idée. La lecture du titre, moi qui suis là maintenant, dans le générique, ce n'est pas la voix de Shuzo qui l'a fait, c'est celle de Nabuka. C'est Nabuka qui est là, maintenant. Par contre, il ne va nulle part, donc il y a peut-être quelque chose de trompeur dans cette traduction. Passons. Et c'est le dernier truc qui constitue à la fois la beauté et la grosse arnaque de la série. Ces personnages qu'on prend le temps de nous présenter, de nous approfondir, devraient être ceux qui sont sauvés d'Amudo par Shuzo. Pas physiquement, moralement. Ça devrait être ceux à qui on apprend que même dans un monde de noirceur, tout desséché et tyrannisé par un fou mégalomane, il faut garder son humanité et s'accrocher à ses valeurs. Ça n'arrive pas,
Et c'est d'autant plus étonnant que, vraiment, on prend bien le temps de les faire exister. Nabuka, qui est plus ou moins le chef, encourage les autres à se montrer disciplinés et obéissants afin que la guerre se termine vite et qu'ils puissent rentrer chez eux. Il est prêt pour cela à exécuter tous les ordres qu'on lui donne, même les plus horribles. Il faut dire que ceux qui désobéissent, les adultes obligent leurs camarades à les exécuter et il tient à leur épargner ça à ses camarades. Il s'accroche à la promesse qui lui a été faite d'être libéré à la fin de la guerre. Boo, qui est plus jeune que les deux autres, s'accroche à cet espoir aussi, trouvant une forme d'équilibre en prenant Nabuka pour modèle et pour protecteur. Cependant, moins formaté, il est le premier à remettre en question l'idée qu'il faut obéir aux ordres et renoncer à ses idéaux pour pouvoir rentrer à la maison ensuite. Taboul, lui, a renoncé, depuis probablement assez longtemps, même si Nabuka a du mal à l'admettre. Taboul a bien remarqué qu'à chaque raid, les soldats laissent des bombes derrière eux pour détruire ce qui reste du village qu'ils ont pillé. Il se doute bien qu'il n'y a pas de village auquel rentrer, et que le seul espoir d'avenir qu'il lui reste est de devenir un soldat zélé d'Amudo et de gravir les échelons dans cette armée. Nabuka, Boo et Taboul sont à la fois les victimes et les responsables de la guerre. Il n'y a pas d'excuse, pas de message derrière leur sort. Ce sont des soldats qui font leur sale boulot de soldats pour ne pas être tués, et qui, ce faisant, entretiennent la situation dans laquelle ils vont rester des soldats qui font leur sale boulot de soldats. La série est là pour nous démontrer que la guerre c'est moche, sans exception ni compromis. On passera la première moitié dans les murs d'Hollywood, puis la seconde moitié à découvrir le côté des combattants de la liberté qui résistent encore et toujours à Amudo. Peu importe qu'on change de camp ou pas, la guerre c'est toujours moche. La série ne transige pas là-dessus. Oui, mais bon, là, la série commence à être un peu bizarre. Le pacifisme forcené est incarné par deux personnages. Le premier est Shuzo. Le deuxième est une femme qu'on rencontre dans la deuxième moitié de la série quand on visite le village des rebelles. Ces deux personnages ont une chose en commun, à part de ne pas vouloir en démordre sur le fait qu'aucune situation n'est assez désespérée pour justifier la guerre. Quand quelque chose les contrarie, ils tapent. Impulsivement, sans réfléchir. La violence, quand c'est impulsif et irréfléchi, ça va. C'est la stratégie, l'agressivité délibérée qui est répréhensible. Taper sur les gens parce qu'ils t'écoutent pas, c'est pas contradictoire avec le fait d'être pacifique. Bon après, le personnage de 6 n'est pas forcément très réussi. Contrairement à Shuzo, c'est pas un archétype ni un élément scénaristique. Ils ont essayé d'en faire une vraie personne, et du coup ses propres contradictions passent pas des masses, et énervent d'autant plus que la série ne semble pas consciente que ce sont des contradictions. On essaye de nous vendre 6 comme une femme sage qui prône le pacifisme, mais le premier truc qu'elle fait en rencontrant Shuzo est de lui taper dessus. Lalalou lui explique qu'elle n'est pas une petite fille, qu'elle a des milliers d'années, et elle lui répond « Je m'en fiche, j'ai décidé que t'étais une petite fille ». Elle embête les hommes de son camp depuis des semaines pour qu'au lieu d'envoyer des commandos suicides à Hollywood, on essaye de négocier une solution pacifique avec Amudo, et le jour où ces hommes décident de l'écouter et d'échanger Lalalou contre la solution pacifique tant réclamée, elle sort le fusil sans argumenter plus avant et menace de tuer ses alliés si on livre la petite fille plurimillénaire qu'elle a pris sous sa protection. Je veux bien, mais ne nous vendez pas ça comme une conduite cohérente. Tu as évoqué la structure de la série. Elle est en deux parties. Une descriptive à Hollywood, c'est principalement elle qui est concernée par tout ce qu'on a dit sur la noirceur de la série, et une partie plus aventure hors d'Hollywood. Bien que présent dans le générique, le personnage de 6 n'est introduit que dans cette deuxième partie. Or, celle-ci est moins bien écrite que la première. C'est un peu décevant parce que sur une série de 13 épisodes, on s'attendrait à une homogénéité dans l'écriture, mais il y a malgré tout une espèce d'essoufflement dans la deuxième moitié. La faiblesse de l'écriture du personnage de 6 vient peut-être de là. C'est dommage car dans cette deuxième partie, la série tente d'aborder des sujets très sérieux comme l'avortement. Mais c'est si bizarrement traité qu'on peut même pas débattre de ce que la série en dit. On va quand même décrire cette sous-intrigue de façon factuelle, histoire d'être complètement exhaustif. D'autant plus que c'est quand même un gros morceau. Dans les premiers épisodes, entre deux séances de torture où Amudo essaye de lui faire avouer ce qu'il a fait du collier de Lalalou, Shuzo était enfermé dans une cellule où se trouvait déjà une autre prisonnière, Sarah. Sarah vient du monde, ou de l'époque c'est pas clair, de Shuzo. Mais elle, c'est aux États-Unis qu'elle habitait. Elle a le malheur de beaucoup ressembler à Lalalou, ce qui fait qu'un jour, Abelia l'a enlevée en croyant que c'était elle. Une fois Lalalou retrouvée, il est établi que Sarah ne sert plus à rien. Mais je suppose qu'Abelia a pris la peine de la faire examiner pour voir si elle était assez âgée pour tomber enceinte, et comme c'est le cas, elle subit le sort que les femmes prisonnières d'Amudo subissent. En fait, c'est précisément là qu'on découvre cet aspect de la vie à Hollywood. Ça arrive très vite, sans transition et à peu près sans commentaire. Quand on n'est pas prévenu, on met un moment à admettre que oui, on vient bien de voir ce qu'on vient de voir. Et ce, alors même qu'on a compris qu'on était dans une série qui parle de torture, d'enfants soldats et de massacres de civils. Moi j'avais été prévenu par la personne qui m'a offert le DVD, ce qui m'a permis de constater toute la malveillance de la mise en scène envers le public. Quand ça se passe, le coup de la fleur qui s'envole du bâtiment, c'est... c'est profondément dégueulasse. Mais ce n'est rien d'autre que l'expression du talent des réalisateurs pour toujours frapper, toujours dans une ambiance mignonne et avec des visuels apparemment inoffensifs, là où ça va faire le plus mal possible. Je le redis, c'est vraiment pas donné à tout le monde de savoir faire ça.
Bref, passé le choc des 2 premières fois, Sarah réussit à tuer un de ses agresseurs et à s'enfuir d'Hollywood vêtue de son uniforme. On la retrouve plus tard dans le village des rebelles, où Sis l'a prise sous sa protection. C'est à ce moment-là qu'elle découvre qu'elle est effectivement enceinte. Parce que, l'histoire étant racontée du point de vue de Shuzo, il fallait attendre que Shuzo soit arrivé dans ce village pour avoir des révélations importantes. C'est là que les choses deviennent bizarres. Factuel, on a dit. Le médecin qui a examiné Sarah suite à un malaise de celle-ci explique à Shuzo et à Sis, alors que Sarah est allongée à côté et entend toute la conversation, que Sarah est enceinte. Il propose spontanément de procéder à un avortement et explique même qu'il faut en prendre la décision le plus rapidement possible, parce que plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour Sarah. Cette proposition suscite peu de réactions, Sis, Shuzo et Sarah étant surtout sous le choc de l'annonce de la grossesse non désirée. Sarah en semble particulièrement horrifiée. Un peu plus tard, après avoir réfléchi et être apparemment arrivée à une conclusion, Sarah quitte la maison de Sis en pleine nuit. Pour aller voir le médecin et dire que oui, elle préfère avorter ? Pour aller jusqu'à la réserve d'eau potable de la ville et aller se baigner dedans. Shuzo, qui l'a suivi, l'oblige à sortir de l'eau en criant « Si tu fais ça, ton bébé !» Et Sarah se débat, essaye de se frapper le ventre avec une pierre, et Shuzo met la main entre la pierre et le ventre pour subir les coups à la place du fœtus, tout en suppliant Sarah de ne pas mourir, d'accepter de vivre. Ils sont interrompus par le scénario qui continue, et plus tard, Sis convaincra Sarah de ne pas haïr l'enfant qu'elle porte et de rester dans cet autre monde pour l'élever. Ok, j'ai rien compris. Moi non plus. Bon, passons déjà sur la question de pourquoi la solution proposée par le médecin, l'avortement, n'est jamais ni refusée, ni acceptée, ni même traitée dans le long intervalle de temps qui se passe avant que le médecin meure. En toute logique, l'intention de Sarah en allant se baigner dans la réserve d'eau potable est de se suicider par noyade et d'entraîner tout le village dans la mort avec elle en empoisonnant leur eau, comme le ferait un anti-moniteur qui en veut à la terre entière et veut se venger de l'humanité en faisant le plus de dégâts possible. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que la première réaction de Shuzo est de parler uniquement du danger que ça représente pour le bébé? J'ai cherché sur Google si un bain d'eau trop froide peut déclencher des fausses couches, mais non. Et quand bien même, ce serait idiot d'utiliser cette méthode quand le médecin t'en a proposé une qui n'impliquerait pas d'empoisonner l'eau potable du village. Peut-être qu'elle refuse de se faire encore toucher par un homme, même dans le cadre d'un avortement, mais dans ce cas, ça mériterait au moins une réplique. Il n'y a pas moyen d'interpréter cette scène, aucune des interprétations ne colle, et du coup, pas moyen de tirer une conclusion sur ce que cette série dit réellement au sujet des grossesses non désirées. On peut tout au plus constater que, malgré le message global qui reste tout de même qu'il faut accepter l'enfant, l'option de l'avortement est évoquée et pas diabolisée, ce qui est déjà plus que ne fait Scrubs pour ne citer que cet exemple. Bref, on ne commentera pas plus avant cet aspect de l'histoire, il est trop abscon pour nous. Tous les éléments douteux, abscons ou mal maîtrisés sont dans les derniers épisodes. Ce qui m'a amené à me demander si c'était l'adaptation d'un manga dont il manquait les derniers tomes, obligeant la série à improviser des trucs à la n'importe quoi, comme c'est arrivé pour le premier animé Hellsing. Mais a priori, il n'y a pas de manga nommé Imasoko ni Hiroboku, du moins je n'ai pas pu en trouver de référence sur internet. Et donc, il y a la fin. C'est pas à proprement parler une fin en queue de poisson, c'est même pas une fin spécialement négative, c'est simplement ce vers quoi la série tend depuis son début. Et il n'y a pas de twist ou de solution inventive trouvée à la dernière minute qui éviterait d'en arriver à la seule fin possible. On aime ou on n'aime pas. Chucky n'aime pas. Moi ça va vu que je m'y attendais plus ou moins. Je vais m'accorder ce coup de gueule et après je te laisse conclure car cette série mérite mieux que ma colère. Une histoire n'est pas une simple succession de péripéties très cool qu'on peut faire s'enchaîner sans se poser la question de ce que donne le tout une fois mis bout à bout. C'est un voyage émotionnel qu'on fait parcourir au spectateur et chaque étape du voyage influence la suivante. Si votre héros exalte le spectateur en clamant sa foi en ses valeurs envers et contre toute raison, il faut qu'à la fin il ait eu raison ou tort de le faire. Il faut que son passage dans ce monde ait inspiré quelque chose aux personnes qui l'ont croisé. Il ne peut pas juste rentrer chez lui et reprendre sa vie normale sans avoir sauvé les gens qu'il a rencontrés. Ça ne va juste pas, c'est pas la fin qu'il faut à cette histoire. C'est bâtard, en demi-mesure, pas fini. Et votre savoir-faire du début, ajouté à la brièveté de la série, m'avait fait espérer une fin finie. L'ambition de cette série, c'est d'être une photo à l'instant T des horreurs de la guerre. J'en vois l'intérêt. C'est quand même plutôt sain, surtout aujourd'hui, de rappeler que dans la guerre, il n'y a pas de gentils et de méchants, pas de glorieux combattants de la liberté affrontant les hordes barbares de l'obscurantisme, mais juste des vies brisées, entraînées dans une horreur qui se perpétue elle-même dans un cycle sans fin. D'accord, ça aurait pu être un documentaire sur une vraie guerre et ses vraies horreurs, mais on aurait perdu le propos, l'aspect général de la leçon. La guerre, c'est moche. Y a pas de contexte où ça peut être beau. C'est moche. Ça oblige les gens à tuer, à torturer et à renoncer à leur âme pour survivre. Pour moi, raconter ça est une ambition valable. Et en dépit des quelques bizarreries des épisodes tardifs, la série est à la hauteur de cette ambition. Pour cause. Avec une telle ambition, il y a un enjeu et un seul. Être convaincant. Et je trouve que la série est convaincante.
Avec sa sobriété visuelle, on croit sans problème que des événements de ce genre seraient ni plus ni moins glauques dans la réalité qu'ils en ont l'air dans le dessin animé. Et c'est ça qui fait toute sa dureté. C'est une série qui bouscule le spectateur et lui montre des choses qui font pas plaisir à voir, avec une fin qui fait pas spécialement plaisir non plus. Mais c'est parfois important de s'exposer à ce type de déplaisir. C'est d'ailleurs un des rôles de la fiction, de nous le faire ressentir en nous mettant sous le nez des éléments sur lesquels il est souvent plus confortable de fermer les yeux. L'autre monde fait ça avec une efficacité que j'ai trouvée redoutable. C'est à voir au moins une fois dans sa vie, même voire surtout si c'est pas votre tasse de thé. Et pour ça mérite qu'on s'en souvienne. Je suis là pour toujours.